En septembre 2012, les auteurs Frank Jacobs et Parab Khanna ont écrit un article dans le New York Times intitulé « Le Nouveau Monde ». Dans cet article d'opinion, ils ont présenté 10 pays qui, selon eux, pourraient être créés dans un avenir proche, sans toutefois préciser de date. Nous évoquons souvent des pays potentiels sur la chaîne, j'ai donc trouvé cette vidéo intéressante. Il serait intéressant de voir si ceux cités dans l'article correspondent à ceux dont je parle d'habitude, et s'il est encore pertinent de les considérer comme de nouveaux pays potentiels. 10 ans après la rédaction de l'article, la première mention dans l'article concerne la dislocation du Mali à l'époque où l'article a été écrit. En 2012, une rébellion touareg a chassé l'armée malienne de la moitié nord du pays. Peu après, leur mouvement a proclamé l'indépendance de l'Azawad, territoire couvrant plus de 60% du Mali dont la majeure partie est désertique. La déclaration n'a été acceptée ni par le Mali ni par aucune entité étrangère. En 2013, le mouvement a renoncé à l'indépendance et a demandé au gouvernement malien d'ouvrir des négociations sur son statut futur. Pour gagner en autonomie, les auteurs de l'article d'opinion avaient déjà prédit l'échec de l'Azawad. Et leur point de vue était que cette première rébellion pourrait être la première pièce d'un effet domino du nationalisme berbère. Leur point de vue était que beaucoup de ces pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord comptent au sein de leur population ou de leur territoire différents groupes ethniques, notamment d'origine berbère ou touareg. Ceux-ci pourraient bientôt réclamer leur propre souveraineté, soit à nouveau au Mali, soit peut-être en Algérie, avec le peuple kabyle, sans oublier la question toujours présente du Sahara occidental. Selon moi, aucun développement notable n'a eu lieu entre 2012 et 2022 en ce qui concerne les éventuels désirs d'indépendance de ces peuples. Il ne semble pas que cela sera le cas d'ici 2030 non plus. Bien que leur point de vue soit valable concernant la potentielle autodétermination de ces groupes minoritaires, je ne pense pas que cela se produira dans un avenir proche ou à moyen terme en Asie. Ils ont évoqué la séparation apathique du Pakistan et de l'Afghanistan. Ils ont affirmé que le retrait prévu des États-Unis d'Afghanistan laisserait la région dans le désarroi. Ils ignoraient à quel point le retrait complet serait chaotique. Ils soutenaient que le président afghan de l'époque n'avait pas de successeur et que l'État pakistanais perdait du pouvoir et se fragmentait. Honnêtement, je ne m'y connais pas assez sur l'un ou l'autre de ces sujets pour dire s'ils ont raison ou non. Ils ont présenté le scénario de 2 nouveaux pays, dont les territoires seraient partagés entre le Pakistan et l'Afghanistan. Cette carte ethnique nous le montre. La moitié sud de l'Afghanistan et le nord-est du Pakistan abriteront le peuple Pashtun, divisé par une frontière arbitraire, tandis que le sud des 2 pays est habité par le peuple Baloutche. Ils ont affirmé que le chaos dans ces 2 pays risquait de provoquer leur désintégration et d'inciter ces peuples divisés à vouloir se réunir. Ils ont également mentionné le fait que le Baloutchistan est riche en gaz naturel, ce qui pourrait alimenter une volonté d'indépendance. Cela existe apparemment depuis les années 1970, une époque où jusqu'à 37% des habitants étaient favorables à l'indépendance. Je pense que le Baloutchistan serait le plus probable à être créé, mais dans ce cas peut-être aussi le Pashtounistan. Il faudrait un effondrement des 2 pays, et malgré le fait qu'ils se trouvent dans une région fragile, je ne vois pas ce scénario précis se produire. Un autre exemple est une union du Golfe arabique. Il faut se rappeler que la liste qu'ils ont faite est basée sur les événements de 2012. Le but de la vidéo est justement de vérifier si leurs prédictions sont fiables et toujours pertinentes. Ils ont évoqué une union du Golfe arabe sous la direction de l'Arabie saoudite. Et ils justifient cela par une incursion militaire des Saoudiens à Bahreïn, ce qui, selon eux, les a rendus militairement et financièrement dépendants d'eux. S'ajoute l'exode du Yémen vers l'Arabie saoudite, ce qui, selon eux, pourrait créer une fusion hostile, quoi que cela signifie. Ils affirment aussi que les monarchies arabes sunnites envisagent de renommer leur Conseil de coopération du Golfe, l'Union du Golfe arabe, mettant en avant la nécessité d'une intégration régionale plus étroite pour contrer la menace iranienne croissante. Le changement de nom n'a en réalité pas eu lieu, et je pense que l'on peut considérer cela comme une preuve que l'Union du Golfe n'aura pas lieu non plus. Le Qatar, je crois, ne s'entend pas particulièrement bien avec les Saoudiens, et Oman est assez indépendant, même s'ils partagent la région. Le Yémen est chaotique, et les Émirats arabes unis paraissent assez puissants pour résister aux Saoudiens. Cela semblait probable à l'époque, mais plus maintenant. Avant de continuer. Revenons à la vidéo. Ensuite, la désintégration du Congo. Leur argument est intéressant. Il existe déjà 2 Congos, alors pourquoi pas davantage ?
Ils soulignent que l'existence des deux Congos, l'un ayant été colonisé par les Français et l'autre par les Belges, prouve à quel point les frontières locales ne sont que le résultat de divisions impériales arbitraires. L'incohérence ethnique des pays pourrait faire en sorte que d'autres Congos voient le jour. Et sur ce point, c'est vrai. Mais cela pourrait alors être vrai pour littéralement presque tous les pays d'Afrique dont les frontières résultent de divisions coloniales. Ils avancent d'autres justifications, ciblant surtout la République démocratique du Congo, et soutiennent que l'État est si faible que le contrôle du gouvernement sur tout le territoire est même remis en question. Les provinces du Kivu à l'est semblaient sous l'influence du Rwanda, qui y maintenait une présence militaire, tandis que le Katanga, riche en cuivre au sud, pourrait aussi vouloir faire sécession, peut-être en fusionnant avec la Zambie voisine, plus stable et prospère. Cela ressemble plus à des différends frontaliers qu'à des pays sécessionnistes, mais cela reste possible. La République démocratique du Congo est en fait assez instable, mais elle a également récemment exprimé son désir d'intégrer la Fédération d'Afrique de l'Est, qui inclut précisément le Rwanda. Les républiques démocratiques du Congo. Le manque de contrôle régional peut persister, mais je doute que cela dégénère davantage, surtout pas jusqu'à l'indépendance locale. Selon moi, le Somaliland est le cas le plus réaliste, car la région est déjà indépendante de facto et ne manque que la reconnaissance internationale pour devenir un pays officiel. Le gouvernement du Somaliland se considère comme l'état successeur du Somaliland britannique, qui après son indépendance, s'est uni à l'ancienne colonie de la Somalie italienne. La Somalie illustre parfaitement un État en faillite. Ainsi, la région relativement stable du Somaliland a pu affirmer sa domination régionale et obtenir une indépendance de facto. De nombreux appels à la reconnaissance ont commencé à émerger dans d'autres pays, et comme la Somalie n'arrive pas à se ressaisir, je dirais que l'officialisation du Somaliland en tant que nouveau pays devient de plus en plus probable. Les auteurs de l'article affirment que la région voisine du Puntland pourrait suivre le même chemin, ce qui réduirait la Somalie à seulement un tiers de son territoire d'origine. Au nord, en Syrie, un État alawite est possible. À l'époque, le conflit syrien était plus incertain. À présent, il devient clair que l'ancien gouvernement a réussi à maintenir le contrôle sur la majeure partie du territoire, ou du moins, à le reprendre. À l'époque, il prévoyait une possible dislocation du pays après le conflit. Si cela arrivait, l'État d'Alep au nord et celui de Damas au sud pourraient émerger. Mais les auteurs se concentrent sur la région côtière et la possible indépendance d'un État alawite, prévoyant que les forces du régime perdraient et ne pourraient pas reprendre le reste du pays, se renommant et n'occupant que cette zone, reproduisant fidèlement la division instaurée par les Français durant la colonisation. Les conflits graves de la dernière décennie ont montré que cela restait peu probable. Et tout près, un Kurdistan indépendant, également lié au rôle que les Kurdes ont joué et jouent dans le conflit interne en Syrie. Les auteurs ont prédit que cela, combiné à la fragilité sans fin de l'État irakien, pourrait conduire à l'établissement de facto du Kurdistan en tant que pays. Le peuple kurde vit à travers les frontières actuelles de la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Ils affirment qu'en 2012, les Kurdes étaient plus proches que jamais en 3000 ans d'histoire d'obtenir leur propre État. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'ils sont peut-être plus éloignés qu'il y a 10 ans. Bien que le contrôle kurde sur la Syrie ait diminué, le Kurdistan irakien reste la région la plus stable du pays. Cela pourrait conduire à un pays à l'avenir. Je dirais que celle-ci est possible, mais pas forcément très probable, et moins qu'elle ne l'était au moment où l'article a été écrit. Enfin, dans le Caucase, un grand Azerbaïdjan. Celle-ci présente un parallélisme intéressant avec 2023, car elle se concentre sur les problèmes de l'Iran. À l'époque, ils déclarèrent que l'Iran risquait une implosion interne. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, mais aujourd'hui, l'Iran connaît toujours de vastes manifestations. Dans le nord de l'Iran, il y a 20 millions d'Azéris ethniques. Et si, pour une raison quelconque, l'Iran venait à se disloquer, il pourrait rejoindre l'Azerbaïdjan, élargissant ainsi son territoire. Dans ce contexte en Iran, le Kurdistan pourrait aussi être renforcé, mais cela me paraît très improbable. Même si les problèmes internes de l'Iran menaient à un changement de régime radical, je ne pense pas que cela entraînerait une dislocation du territoire du pays. Voilà donc quelques-uns des pays que ces auteurs d'un article d'opinion dans le New York Times en 2012 pensaient de pouvoir être créés prochainement. Ils ont également mentionné les cas typiques de la Belgique qui se divise et de la Corée qui se réunifie. Mais ceux-ci sont tellement courants que je n'ai pas jugé utile de les mentionner. Quant au reste, ils ont soulevé des exemples intéressants, même si les cas choisis ne sont plus d'actualité. Les causes et les déclencheurs qu'ils soulignent comme pouvant potentiellement mener à la création de nouveaux pays restent valables et pourraient être utilisés dans d'autres régions du monde. Selon eux, à l'époque,
Le monde aurait pu voir naître l'Azawad et d'autres mouvements nationalistes berbères régionaux. Un éclatement de la République démocratique du Congo. Soit en devenant des États indépendants, soit en perdant du territoire au profit de ses voisins, en raison de l'incapacité à contrôler efficacement l'ensemble de ses terres. Le Somaliland et peut-être le Puntland, la Syrie alaouite, ainsi que les États de Damas et d'Alep. Une union du Golfe arabique, résultant de la montée en puissance et de l'influence régionale de l'Arabie saoudite. Un Kurdistan indépendant, un Azerbaïdjan élargi, ainsi que l'émergence potentielle d'un Baloutchistan et d'un Pashtounistan indépendant. Les mouvements nationalistes ethniques, les États défaillants, les conflits internes et la montée de nouvelles puissances restent une réalité, même si c'est ailleurs. Pensez-vous que ces exemples pourraient se reproduire avec la création de nouveaux pays, ou que ces causes s'appliqueraient ailleurs dans le monde? Et, dans ce cas, quel nouveau pays pensez-vous pourrait réellement exister d'ici 2030? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez, à la prochaine.